construire. Chers téléspectateurs, vous êtes intéressés par la construction, le secteur du bâtiment, de l'immobilier en général. Envie de construire est votre nouvelle émission. Professionnels du secteur du bâtiment et acteurs de l'immobilier, la RTS vous donne rendez-vous bientôt. Radio Sénégal à la rencontre de ses auditeurs. Antenne décentralisée à Richard Toll. Les 29, 30 et 31 juillet 2016, Radio Sénégal installe ses studios dans le Waalo. Le journal parlé, les animateurs de Radio Sénégal International, de la chaîne nationale, tous à Richard Toll. Les 29, 30 et 31 juillet. Édition spéciale d'information, débat sur les défis et opportunités du Waalo. Émission interactive en direct et en plein air avec les jeunes, les femmes, les artistes locaux. Radio Sénégal à Richard Toll, la radio vous rend visite. Radio Sénégal International, 92.5 FM.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'édition de 20h avec quelques minutes de retard. Toutes nos excuses. Voici le seul titre de cette édition. Conseil des ministres délocalisé, Dakar se met au rythme de l'événement. Les populations de la région capitale du Sénégal ont réservé au président Macky Sall un accueil inédit. Cambérène, Rufisque, Sangalkam, Pikine, Thiaroye. Plusieurs étapes chaleureuses en une seule journée. Ce 19 juillet, le Conseil interministériel a retenu une enveloppe de 823 milliards pour les 4 départements de la région de Dakar. Les temps forts dans cette édition. Bienvenue à tous. Un accueil très chaleureux a été réservé au président Macky Sall tout au long du parcours qu'il a emprunté, le menant de Cambérène à la route de Sangalkam, où il devait justement visiter l'Atlantic Food, une entreprise qui fait dans la pêcherie, mais également au rond-point Cambérène, à Bargny, à Pikine, à Mbao et Rufisque. Les populations ont communié avec le président Macky Sall. Aboubakar Khan. Un accueil populaire et enthousiaste qui a commencé au rond-point Cambérène. Une forte mobilisation des habitants de la zone pour exprimer la joie de recevoir le président Macky Sall. Même enthousiasme au rond-point Lobat Fall, où Pikine a pris le relais de la mobilisation. Une foule composée de toutes les couches de la société, des hommes et des femmes de tous âges, venus souhaiter la bienvenue en banlieue au chef de l'État. Un jalonnement rythmé qui s'est poursuivi jusqu'à Buntu Pikine, où il a été difficile pour le cortège présidentiel de se frayer un chemin. Militants, sympathisants ou simples riverains, tous sont venus communier avec le président de la République. Un accueil populaire, d'intenses moments de communion entre le président Macky Sall et la banlieue dakaroise. L'expression d'une joie et d'une fierté d'accueillir et de saluer son président. Au rond-point Sips, les habitants de Guinaray et Thiaroye-sur-Mer n'ont pas voulu être en reste. Tout au long du trajet, la population de Thiaroye Azur, Sikap Mbao, Mbao, Petit et Grand Mbao
la même effervescence populaire a été notée. Les ouvriers également ont quitté les ateliers pour saluer le président Macky Sall. Après le département de Pékin, l'honneur est revenu à celui de Rufisque d'accueillir le cortège présidentiel. Une mobilisation exceptionnelle, notamment des femmes et des jeunes. L'expression d'une communion entre un leader et ses militants. Rufisque a exprimé son affection pour le président Macky Sall à travers un accueil chaleureux et rythmé, symbole d'une appropriation de la politique économique et sociale du chef de l'État. Une progression au ralenti due à la mobilisation des Rufisquois venus des quartiers de Djokoul, Tchoro, Cité Filao, Tchaoulen, Dangou, Mérina ou Sanchaba entre autres pour communier avec le président Macky Sall tout au long de la route nationale jusqu'à Bargny. La même ferveur populaire va accompagner le président Macky Sall jusqu'à Sangalkam, première étape d'une tournée de 4 jours dans les différentes localités de la banlieue dakaroise. Alors, vous avez sans doute compris que demain va se tenir ici à l'hôtel de ville de Pékin le Conseil des ministres délocalisés, la RTS, qui a également délocalisé son studio du 20h. Nous sommes en plein air avec toutes les équipes de la télévision sénégalaise. Alors, 1500 milliards de francs CFA investis par l'État du Sénégal en 2015. Les niveaux d'exécution des engagements pris lors des précédents conseils ministériels décentralisés sont très rassurants. Propos du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui présidait justement cette cérémonie ce matin. Nous l'écoutons. À la date du 31 août 2015, les besoins en matière d'investissement étaient évalués à 2,872 milliards, plutôt 0,34 millions de francs CFA. Et le gouvernement a injecté, à travers ses différents programmes, 1573 milliards à fin août 2015, soit un taux d'exécution de 55%. Et nous avons ici, projet par projet, région par région, ce qui a été fait. Les niveaux d'exécution des investissements varient naturellement d'une région à l'autre, parce que tous les conseils ne se sont pas tenus le même jour. Il y a des conseils qui ont été organisés en 2012, d'autres en 2013, d'autres en 2014. Les niveaux d'exécution varient, comme je disais, d'une région à l'autre. Et pour Saint-Louis, nous sommes à 73% de taux d'exécution.
57% pour Kaolack, 73% pour Ziguinchor, 34% pour Fatick, 46% pour Tambacounda, 141% pour Matam. Là, on est allé au-delà de ce qui avait été prévu, compte tenu de la spécificité de cette région qui méritait un programme de rattrapage. 78% pour Louga, 72% pour Kolda, 59% pour Diourbel, 72% pour Thiès, 20% pour Kédougou, qui bénéficient d'un même type de programme que Matam, rattrapage, mais dont la date de tenue du Conseil est beaucoup plus récente. 12% pour Kaffrine. Pareil, nous sommes allés à Kaffrine en 2015 et 20% pour Sédhiou. Ces taux sont aujourd'hui largement dépassés parce que je parle là des taux de août 2015. Et une nouvelle évaluation, l'évaluation annuelle, sera faite à fin août 2016, donc dans 1 mois et demi. Le Premier ministre qui présidait donc cette rencontre de restitution des engagements pris par l'État du Sénégal lors des précédents conseils des ministres décentralisés. Et puis nous allons aller plus loin avec le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui révèle que 823 milliards ont été retenus pour les 4 départements de la région de Dakar, et ce sera dans le cadre du programme triennal 2016-2018, et le reste sera soumis à l'arbitrage du président Macky Sall. 4 axes majeurs ont été retenus avec 19 contraintes. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement. L'international d'être venu au rendez-vous de ce 14e conseil délocalisé de développement. Vous le savez, c'est une option stratégique importante dans la gouvernance du président Macky Sall. Cette option a pour objet et pour finalité de donner un corps à la territorialisation des politiques publiques. Car c'est un nouveau mode de gouvernance que le président Macky Sall a initié dans une perspective d'une approche territoriale de proximité, une approche planifiée en vue d'une meilleure prise en charge des projets et des investissements nécessaires au développement des collectivités territoriales. Je le disais tout à l'heure, ce cycle a été initié au mois de juin 2012, notamment avec le Conseil délocalisé de Saint-Louis. Et dans le format, nous avons toujours un conseil interministériel, un conseil des ministres et des tournées économiques qui permettent au président de la République de donner encore plus d'impulsion à l'activité de développement des localités que nous avons visitées. Cette édition de Dakar constitue donc la 14e édition et donc nous venons boucler tout un cycle qui a inauguré un mode de gouvernance fait de proximité, fait d'écoute et de dialogue avec les populations en vue d'élaborer et d'arrêter les projets qui vont soutenir et construire le développement de la localité. Donc vous comprendrez aisément qu'en faisant aujourd'hui le 14e conseil, que je ne bouderai pas le petit plaisir de faire un point sur l'état de réalisation des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre de cet exercice. Et ces réalisations, nous pouvons les fixer au 31 août 2015 pour donner les informations suivantes. La première, c'est qu'après 13 conseils délocalisés, le montant des investissements consignés à travers les documents de l'État se monte à 2 872 milliards de francs CFA. À la date donc du 31 août 2015, les réalisations issues de ces engagements du gouvernement se montent à 1573 milliards, soit 55% de réalisation des engagements souscrits à l'occasion de ces conseils délocalisés. Vous comprendrez aisément que les niveaux de réalisation ne puissent pas être les mêmes d'une région à l'autre, puisque dans le temps, ça ne s'est pas passé en même temps. Mais on peut dire de façon essentielle que pour ce qui concerne la région de Saint-Louis, nous sommes à un taux de réalisation de 73%. Pour la région de Kaolack,
nous sommes à 57%. Pour Ziguinchor, nous sommes à 73% de réalisation des engagements souscrits lors du Conseil délocalisé de Ziguinchor. Pour Fatick, nous sommes à 34%. De façon substantielle, Monsieur le Premier ministre reviendra en détail sur le niveau d'exécution des engagements, mais il faut signaler que pour une région comme Matam, nous sommes à 141% de réalisation. Nous avons même dépassé les objectifs. Pour Thiès, nous sommes à 72% et pour Dakar, on donnera tout à l'heure les chiffres et les indicateurs. Nous pouvons tous constater que ces réalisations se déclinent à travers tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle. Je voudrais donner quelques exemples. Pour ce qui est du domaine du secteur de l'agriculture, nous avons constaté une progression des aménagements au sortir de ces engagements, une progression des aménagements hydro-agricoles où nous sommes passés de 111 000 hectares à 130 000 hectares avec un potentiel accru grâce à la réalisation de l'émissaire du Delta et ses adducteurs qui permettent d'irriguer aujourd'hui 36 000 hectares supplémentaires. Il a été question également d'équipement et de matériel agricole. Entre 2012 et 2015, c'est 52 milliards qui ont été affectés à l'équipement agricole à travers les tracteurs et la petite machinerie agricole. Pour les infrastructures routières, également on peut le constater, ces rencontres nous ont permis d'achever la construction de linéaires de 965 km de routes revêtues avec 2281 mètres de ponts pour un coût global de 238 milliards. D'autres projets sont en cours et leur réalisation se monte. Les budgets nécessaires à leur réalisation sont estimés à 815 milliards, mais ce sont des projets qui sont en cours. Et le programme Promoville, qui va concerner 13 villes avec les composantes de construction de routes, d'électrification, d'amélioration du cadre de vie, va polariser 13 villes pour 89 milliards et un niveau de réalisation d'infrastructures routières de 114 km. Au niveau de l'hydraulique, nous avons, grâce à cet exercice d'identification des besoins, de formulation des projets, pu réaliser un nouveau maillage du territoire et établir une nouvelle carte de l'alimentation en eau potable des principaux centres urbains à travers 17 forages, 17 châteaux d'eau, 2 usines de traitement et 720 km d'extension du réseau, ce qui a permis également de donner un accès à l'eau potable à travers les branchements sociaux à 53 000 ménages sénégalais. À ce jour, il y a 110 milliards qui ont été mobilisés au niveau de l'électrification rurale qui nous ont permis d'électrifier 1400 villages, faisant passer ainsi le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité en milieu rural de 1 700 000 à 2 166 000 personnes. Et ces scores et résultats sont amplifiés à travers les résultats et les performances du PUDC, qui est le programme d'urgence de développement communautaire lancé par le président Macky Sall, avec les 4 composantes: accès à l'électricité, accès à l'eau potable, aménagement de pistes pour régler le désenclavement et équipement des femmes pour créer les conditions d'une économie rurale. Donc, toutes les régions portent aujourd'hui les impacts visibles et indélébiles des projets retenus dans le cadre des conseils délocalisés. Le président Macky Sall a encore plus d'ambition et le gouvernement, sous sa haute impulsion, entend amplifier ses réalisations. Autrement dit, le gouvernement conduit par M. Mohamed Dionne est un gouvernement d'engagement. Les engagements qui concernent la région de Dakar seront respectés puisque, vous le savez, depuis l'arrivée du président Macky Sall en 2012, le Sénégal est engagé dans un processus d'investissement continu. Les attentes de la région de Dakar sont nombreuses au regard de la position centrale de la capitale, puisque c'est la capitale économique, administrative, culturelle du Sénégal. Dakar est une région avec des réalités particulières qui contrastent avec le reste du pays. C'est une région où se mêlent l'urbanité et la ruralité. Une capitale qui se rapproche de sa banlieue, engagée, elle, dans un processus de transformation citadine. La région connaît certainement de plus en plus de difficultés d'urbanisation liées
à l'occupation anarchique de l'espace, au chômage des jeunes, aux problèmes d'encombrement, à la sécurité, à l'insalubrité, au déficit d'infrastructures et de services sociaux de base dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et du transport, pour ne citer que ces principaux secteurs. Dans le cadre de ce conseil interministériel, la région de Dakar, qui s'était organisée en conséquence, a présenté son document qui planifie les investissements dont la région a besoin pour construire son développement. Et dans ce document, la région de Dakar a identifié 19 contraintes, parmi celles que je viens d'évoquer, et 21 orientations stratégiques que nous pouvons regrouper en 4 points principaux. La première orientation stratégique qui définit le profil des projets et programmes que la région de Dakar a définis porte sur le renforcement des systèmes de préservation de l'environnement et de la gestion des déchets. Deuxième orientation stratégique, elle porte sur l'amélioration du cadre de vie, du développement du capital humain, de la valorisation du potentiel économique de la région, puisqu'il a été fortement indiqué que la région de Dakar constitue la meilleure zone maraîchère du Sénégal au regard de son potentiel agricole et horticole. Troisième élément, valorisation du potentiel économique de la région de Dakar, donc troisième orientation stratégique. Quatrième orientation, c'est le renforcement de la gouvernance locale. Donc 4 orientations stratégiques, 19 contraintes qui ont permis d'arrêter un coût global des besoins en financement des projets de la région de Dakar à 823 milliards, dont 455 milliards déjà prévus dans le cadre du budget à travers le programme triennal d'investissement prioritaire 2016-2018. Les 368 milliards manquant à ce total seront demain soumis à l'arbitrage du président de la République, car comme vous le savez, le président de la République est l'autorité qui a la pleine capacité et la pleine compétence d'engager des dépenses pour le développement de notre nation. Et ce projet lui sera soumis demain à l'occasion du Conseil des ministres qui se tiendra au niveau de la ville de Pékin. Vous le savez, la région de Dakar a défini ses projets spécifiques, mais il y a une synergie avec des projets de portée nationale qui vont impacter nécessairement le développement de la région de Dakar. Il s'agit notamment des projets de deuxième génération lancés à travers Diamniadio, comprenant une gare gros porteur, un marché d'intérêt national, un stade multifonctionnel, un hôtel et d'autres infrastructures de commerce qui vont continuer à tirer le développement. Le budget qui a été prévu, donc les investissements prévus par la ville de Dakar, par la région de Dakar, ont été répartis par des axes stratégiques conformément aux orientations définies dans le plan Sénégal émergent. C'est ainsi que pour l'axe stratégique numéro 1, relatif à la transformation structurelle de l'économie, à la croissance, 47% des investissements projetés par la ville de Dakar concernent cet axe stratégique. Et vous le savez, cet axe stratégique regroupe les infrastructures, le transport, l'énergie, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le sport et le commerce. Puisqu'à travers les projets, il est question de réhabilitation de beaucoup de stades, il est question d'extension de voies de circulation, notamment la rue d'Eignaï, qui va être étendue et prolongée jusqu'à Dakar, jusqu'à Liberté 6. L'axe 2 concerne les projets relatifs à l'éducation, à la formation, à la protection sociale, à la santé, à l'assainissement, à l'hydraulique, à l'environnement, au développement durable. 51% des investissements projetés par la région de Dakar sont consacrés à l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et le troisième axe qui porte sur la gouvernance locale, administration territoriale à travers le renforcement des commissariats de police, des gendarmeries, des brigades de sapeurs-pompiers, il a été doté à hauteur d'1% des investissements, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 10 milliards. Donc je reprends, 450 milliards projetés sur les 800 et quelques sont déjà consignés dans le programme triennal d'investissement public 2016-2018. Les 300 et quelques milliards restants seront soumis demain au président de la République dans le cadre du Conseil des ministres. Donc on peut dire de façon substantielle et pour conclure
qu'au regard des besoins en investissement, il est question de mettre en œuvre une stratégie pour faire de Pikine, Guédiawaye et Rufisque de nouveaux pôles d'attraction socio-économique. Nouveaux pôles d'attraction socio-économique, donc capables d'absorber la nouvelle offre infrastructurelle en servant de tampon entre le cœur de la capitale et ses pôles relais. Face au couple inondation, assainissement, pauvreté, chômage, il s'agit pour l'État d'investir dans un meilleur avenir, de créer les conditions économiques d'un repositionnement social pour gommer les inégalités. Le Conseil donc a abouti à un consensus sur la complémentarité des programmes, celui présenté par la région de Dakar et celui présenté par le ministre de l'économie et des finances. On a conclu à un consensus et une complémentarité. Nous les avons examinés en gardant à l'esprit un bon ciblage des interventions prioritaires, la programmation pluriannuelle réaliste des investissements, soutenable financièrement et bien articulée au plan Sénégal émergent. Autrement dit, Dakar, c'est l'émergence en perspective. Les montants seront donc soumis au chef de l'État qui va les valider et il faut retenir qu'il y a une synergie entre les projets proposés par la région de Dakar et les projets de portée nationale qui ne manqueront pas d'impacter le développement de la région de Dakar, dont aujourd'hui les différents acteurs se sont rencontrés, ont rencontré le gouvernement et formulé dans une perspective de moyen, long et court terme les solutions qu'ils envisagent pour la grande satisfaction des besoins des populations. Alors, vous venez d'entendre donc le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui faisait le résumé des mesures qui ont été prises à l'issue du Conseil interministériel. Infrastructure, énergie, santé, éducation, pêche, agriculture, autant de secteurs qui sont concernés par cette enveloppe de 823 milliards, 450 dans le programme triennal d'investissement public et les 372 autres qui seront soumis à l'arbitrage du chef de l'État demain. Alors, à l'issue de ce Conseil, les ministres ont bien voulu se prêter aux questions de nos reporters. Nous allons les écouter. Sur le programme, d'abord, qu'ils ont soumis au gouvernement, c'est un programme d'environ 823 milliards, dont les 454 milliards sont déjà 455 prévus dans le PTIP 2016-2018. Donc il y a un gap de 360 et quelques milliards qu'il va falloir que demain, que le gouvernement pose en tout cas sur la table du Conseil des ministres. Et ceci, parallèlement, au même moment, le gouvernement est en train de dérouler un programme de 817 milliards de francs, compte non tenu du TR, qui aujourd'hui est un programme très important qu'on ne peut pas affecter à un département, mais qui peut être affecté à la région de Dakar. Donc le gouvernement a des programmes d'envergure qu'il est en train de réaliser, mais je pense que l'un dans l'autre, en faisant le point, nous pourrons en tout cas trouver des solutions au problème d'investissement posé par Dakar. Où nous sommes passés, ces conseils nous ont permis de faire le point sur les besoins des populations. Et bien sûr, on parle beaucoup d'infrastructures, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de choses, mais on parle aussi d'éducation et de la santé, donc du capital humain. Ce qui a été dit ici, c'est surtout des demandes en relèvement de plateaux techniques, mais également de multiplier les infrastructures de santé. Et nous avons répondu que nous sommes en train de travailler sur la carte sanitaire et que cette carte sanitaire nous permettra de clarifier tous les besoins, de voir ce qui est fait déjà, ce que nous devons faire encore, et d'une manière scientifique. Parce que sinon, on peut ouvrir des centres de santé ou des postes de santé sans que ce soit des besoins réels des populations. Donc ce travail a été fait au niveau même de CRD, au niveau de la région de Dakar. Et donc nous avons à finaliser d'ici le mois d'octobre. Et nous pensons que nous saurons exactement où il faut un poste de santé, où il faut un centre, où il faut un hôpital. Et ça nous permettra d'avoir une vision qui sera une vision très très scientifique, mais également qui répondra aux besoins des populations. Il a été beaucoup question donc d'érosion côtière. Et de la loi sur le littoral, à Anne, à Fan, à Mbao, à Rufisque, à Bargny. Et donc la question de l'érosion côtière est préoccupante parce que c'est une côte fragile. Dakar est une zone côtière
il y a des problèmes de destruction de biens, d'infrastructures, donc qui menacent le développement socio-économique même du pays. Donc nous avons réagi par rapport à ces préoccupations et indiqué que nous continuons à travailler sur la loi sur le littoral, parce que c'est une préoccupation pour nous. Cette loi, en tout point donc, du littoral, peut nous permettre, à travers cette loi, de créer un observatoire national sur le littoral. Et l'avantage de l'observatoire sur le littoral, c'est que sur tous les points du littoral, on peut avoir des données exhaustives qui peuvent nous permettre donc de définir et d'élaborer des politiques pertinentes. La mise en place de l'observatoire, c'est pour bientôt, parce que soit ça va être défini dans la loi, soit nous, dans le cadre des réformes institutionnelles que nous avons engagées au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de l'observatoire sous peu de temps. Vous avez vu l'exercice très démocratique auquel nous sommes prêtés aujourd'hui, je veux dire le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, en sens que si les populations commettent des gens pour être au service de leurs besoins, de leurs préoccupations, et que ces responsables viennent devant le gouvernement leur dire voilà ce que nous avons pensé, voilà les documents que nous avons conçus pour le devenir de notre localité, de notre région. Voilà vous, gouvernement, qui détenez les moyens de les financer, ce qu'on vous propose de faire avec nous. Et le gouvernement a répondu, voilà ce que je propose, voilà comment on va se réunir pour ensemble que nous définissions les orientations générales et définissions également les moyens pour y arriver. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce conseil interministériel parce que ça va nous permettre de poser les réels problèmes des populations, parce que aussi, que ce soit dans le cadre des infrastructures, que ce soit dans le cadre de l'énergie, que ce soit dans le cadre de la santé, et que ce soit aussi dans le cadre du cadre de vie comme la lutte contre les inondations. Je crois que beaucoup de problèmes ont été. Il y a également énormément de promesses, comme c'est le cas partout où le conseil est passé. Mais en tant qu'élu, nous attendons quand même la réalisation de ces promesses-là, parce que si toutefois que ça se réalise, ça va drastiquement changer les conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, dans le département, c'est une nouvelle ville de Diamniadio qui est en train d'être construite. Il est vrai que 261 milliards vont être investis dans cette zone, mais pour moi, tous ces investissements structurants ne concernent pas exactement la ville de Rufisque et les collectivités locales qui la composent. Pour l'essentiel de nos préoccupations, elles recoupent l'éducation. Dans ce département, il y a encore des collectivités locales qui n'ont pas de lycée. C'est le cas de Rufisque Ouest, c'est le cas de Tivaouane Peulh. Dans ce département, nous avons aussi des collectivités locales qui n'ont pas encore accès